Bonjour tout le monde et bienvenue dans la suite de cette série consacrée au royaume de Macédoine, de ses institutions politiques et de sa puissance militaire grandissante du 5e siècle avant Jésus-Christ au règne de Philippe II, afin de comprendre le développement des moyens qui ont permis à Alexandre III, dit le Grand, d'envahir l'Asie. Dans cette seconde partie, nous allons nous concentrer sur la structure politique et sur la diplomatie du royaume durant le 5e siècle avant Jésus-Christ, mais également sur l'affirmation de la dynastie des Argeades durant la même période. Au 5e siècle, l'identité grecque se forge sur le marteau perse, et c'est à cette période que seront retrouvées les premières traces de panhellénisme, ce qui permit d'ailleurs aux cités grecques de s'unir pour contrer l'envahisseur dit barbare. Mais le royaume de Macédoine, bien que nous l'ayons vu prendre parti pour les Grecs, s'est soumis aux Perses, et il restera donc à la marge d'un monde dont il ne faisait déjà pas entièrement partie. Je ne pense pas vous l'apprendre, mais la Macédoine est un royaume. Nous avons déjà évoqué Alexandre Ier, qui règne de 498 à 454, mais il en existe d'autres tout aussi connus, voire même plus. Par exemple, Philippe II, qui règne de 359 à 336, et bien sûr le plus connu d'entre tous, Alexandre III, laissant évidemment sous le nom d'Alexandre le Grand, qui règne de 336 à 323. Ces trois-là font partie de la dynastie des Argeades. Cependant, le royaume ne semble pas être une monarchie, car en réalité, des rois, il y en a plein. La Macédoine est peuplée de gens appelés Basileus, signifiant qu'ils sont des rois, des basileis. On connaît déjà la diarchie de Sparte, comportant 2 dynasties royales. Mais la Macédoine semble bien plus fournie, la région étant divisée en nombreuses tribus, ayant toutes leurs rois. On les trouve surtout en Haute-Macédoine, où ils sont en concurrence avec les Argeades, qui quant à eux disposent des terres de Basse-Macédoine et qui semblent avoir un rang au-dessus des autres. Cette structure politique semble assez commune également en Illyrie et en Thrace, en y reprenant les codes et les pratiques de façon assez claire. C'est également un monde où l'ostentation de la richesse est totalement permise, là où ces mêmes ostentations sont très limitées et plutôt mal vues à l'intérieur des cités. Cette capacité à montrer sa richesse est également un moyen pour le Basileus le plus fort de maintenir le royaume et les autres rois, les autres basileis, sous son contrôle. La diplomatie macédonienne est faite de banquets, de cadeaux et d'échanges de femmes. Des pratiques que l'on regroupe sous le terme de xénia, le concept d'hospitalité en Grèce, mais qui n'en est pas l'exclusivité, car on retrouve ces pratiques un peu partout dans les régions indo-européennes, bien que l'on ignore encore quelle est son origine exacte. C'est aussi une diplomatie personnelle qui est en vogue, d'homme à homme, souverain à souverain, et non d'État à État. On voit cela lorsqu'Alexandre Ier fait assassiner une délégation perse qui souhaitait disposer des femmes de la maison royale. Le conflit diplomatique est réglé entre Alexandre Ier et l'enquêteur perse Bubarès, qui ferme les yeux en échange de la propre sœur du roi macédonien Guiguet. Déjà durant le règne d'Amyntas Ier, le père d'Alexandre Ier, qui dura de 540 à 498, il y eut de tels échanges et banquets entre le royaume de Macédoine et les dignitaires perses. C'est finalement durant la période des guerres médiques où le royaume est entièrement soumis aux Perses que la dynastie des Argeades va augmenter son propre pouvoir aux dépens des autres basileis des tribus de Macédoine. C'est en réalité les Perses qui, soucieux de préserver leur contrôle sur la région, vont chercher à avoir un unique interlocuteur local puissant et capable de maîtriser les autres locaux. C'est dans cette dynastie bien implantée qu'ils vont miser et faire d'elle la plus puissante de toute la Macédoine. Et voilà ce que l'on pouvait dire sur la structure politique intérieure du pays, mais également sur sa diplomatie à l'extérieur, notamment avec les Perses, et de façon générale avec tous ses voisins. Quoique certains éléments de cette même diplomatie seront évoqués plus tard, quand il en sera question. Nous n'avons pas encore fait le tour, je vous rassure. Puis cette série se veut plutôt vulgarisée, pour pas rentrer dans les détails, car ce serait quand même un peu trop compliqué. Dans le prochain épisode, nous allons faire un bond dans le temps, pour pouvoir parler de la vie et du règne de celui qui va tout changer, Philippe II. Allez, salut et à la prochaine, quelle que soit la série d'ailleurs.